Eh bien, donc, le thème prévu pour ce matin, c'est l'appendicite aiguë. Eh bien, l'appendicite aiguë, eh bien, à la fin donc, de nos entretiens, il faut que nous puissions être tous capables de reconnaître un tableau d'appendicite aiguë, un tableau d'appendicite aiguë, et comme objectif spécifique, bon, de façon opératoire, définir l'appendicite aiguë, que nous appelons par AA, de décrire les formes cliniques de l'appendicite aiguë, de décrire les indications des appendicites aigus, puis enfin, d'énoncer les principes thérapeutiques des appendicites aigus. Eh bien, en introduction, nous pouvons dire que l'appendicite aiguë, c'est une pathologie qui est très répandue, donc c'est une maladie bénigne si la prise en charge est précoce. Et donc, si elle n'est pas prise en compte, si elle n'est pas prise en charge précocement, eh bien, ceci peut entraîne des complications qui vont jusqu'au décès. Sur le plan des généralités, nous pouvons dire que l'appendicite, en définition, dire que c'est une inflammation de l'appendice vermiforme, étant entendu que comme l'appendice est appendu au sécom, et donc son inflammation entraîne alors cette pathologie qui semble être la plus répandue. Ce thème requiert quelque intérêt. C'est une urgence chirurgicale abdominale importante, très, très fréquente. Cette pathologie atteint tous les âges, et dont le point de prédilection est observé chez l'adolescent. Eh bien, mais il est rare chez le tout jeune enfant. Et les formes, les aspects cliniques sont très variés, et ceci est lié à la topographie de l'appendice. Donc, il faut noter qu'il y a une absence de parallélisme entre les lésions anatomocliniques. L'évolution est imprévisible et le traitement est chirurgical. Sur le plan du rappel anatomique, j'avais prévu juste un petit schéma, mais qui n'a pas pu être remis du fait du changement de l'appareil que j'ai dû faire. Et bien donc, l'appendice naît à la partie inférieure du sécom et est lié au niveau de la jonction iléo-sécale. Cette dimension habituelle est de l'ordre de 7 à 12 cm. Il siège préférentiellement de façon classique à la fosse iliaque droite, mais d'autres topographies sont possibles. Ainsi, on pourrait voir l'appendice à gauche, en sous-hépatique, dans la région pelvienne, en rétro-sécale, ou alors au beau milieu des anses. Sur le plan de la physiopathologie, nous pouvons dire qu'il existe essentiellement 3 mécanismes. L'exoappendicite, eh bien, elle est due à une infection liée aux organes de voisinage. Donc, l'infection des organes de voisinage entraîne cette pathologie, une inflammation de l'appendice. Eh bien, donc, elle est dite exoappendicite. La mésoappendicite, eh bien, c'est dû à une infection par voie hématogène. Le plus souvent, c'est constaté au niveau des affections ORL que le germe entre dans la circulation générale et en raison de la topographie terminale, de la vascularisation terminale de l'appendice, eh bien, il va se localiser au niveau de cet appendice-là et déterminer l'infection et on va avoir une mésoappendicite. Le troisième mécanisme est celui de l'endoappendicite, qui est la plus fréquente. Et elle est liée, l'endoappendicite est due à une obstruction
obstruction de la lumière appendiculaire, soit par des corps étrangers ou bien soit par des stercolites. Sur le plan de l'anatomie pathologique, nous pouvons dire que sur l'aspect macroscopique de l'appendice, on en distingue 4 formes anatomopathologiques. L'appendice catharal, l'appendice catharal, eh bien, c'est un appendice qui est enflammé, congestif, hyperémique et rouge. La deuxième forme anatomopathologique constituée par l'appendice phlegmoneux. À ce niveau, l'appendice est édémacié, boudiné, avec de micro-abcès. Ensuite, nous avons l'empyème appendiculaire, où le pus se retrouve dans la lumière de l'appendice. Eh bien, c'est ce qui est lié à un défaut de vascularisation, et donc l'appendice ayant une vascularisation terminale, eh bien, lorsque pour une raison ou pour une autre, cette vascularisation est perturbée, eh bien, l'appendice va être gangréné. Donc, voilà les formes les formes macroscopiques que l'on peut rencontrer. Eh bien, donc, sur le plan microscopique, l'appendice, il est hyper émié, avec des infiltrats polynucléaires. Voilà ces bases anatomopathologiques. Nous pouvons aborder à présent l'étude clinique. Nous allons prendre la forme la plus fréquente. Donc, le type de description que nous proposons est l'appendicite iliaque droite, non compliquée, chez les sujets jeunes. Nous allons aborder les signes fonctionnels. L'appendicite est dominée par la douleur abdominale. C'est une douleur spontanée, vive, à début péri-ombilical ou épigastrique, et qui va secondairement se localiser dans la fosse iliaque droite. Certains signes d'accompagnement sont observés, en particulier, on peut avoir des vomissements qui sont d'abord alimentaires, puis bilieux. Il est à noter que le plus souvent, en pratique, les vomissements surviennent une seule fois et par la suite, tout est remplacé par des nausées ou bien une anorexie. Et c'est pourquoi dans l'interrogatoire, il faudra bien questionner le patient et avoir la chronologie, tenter d'avoir cette chronologie d'apparition des signes, et ça pourra aider à l'orientation pour la suite. Il peut exister, on peut rencontrer de façon peu fréquente les troubles du transit à type de constipation. Les signes fonctionnels étant nous allons aborder les signes généraux qui habituellement sont discrets. Et nous avons la fièvre qui est autour de 38 degrés 5 Celsius. Elle est rarement absente. Le pouls est en rapport et il n'y a pas de frisson ni de crochet. La langue est saburale. La langue est saburale, associée à une haleine désagréable.
le faciès est normal. Après les signes fonctionnels et les signes généraux, il est utile d'aborder les signes physiques à travers lesquels le diagnostic se précise davantage. À l'inspection, l'abdomen respire peu, en fosse iliaque droite, avec des douleurs qui sont majorées par la toux ou par des mouvements et la respiration profonde. Il faut, au cours de cette inspection, constater qu'il y a qu'il n'y a pas de cicatrice en fosse iliaque droite qui pourrait faire penser à l'éventualité d'une appendicectomie qui aurait été réalisée auparavant. La palpation est un signe déterminant, est une étape déterminante. Et bien donc, il s'agira d'une douleur qui est provoquée au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a la défense en fosse iliaque droite avec son maximum au point de Mac-Bernay. On note également une hyperesthésie cutanée. Ces trois signes, douleur provoquée en fosse iliaque droite, la défense en fosse iliaque droite et l'hyperesthésie cutanée, constituent la triade symptomatique de Dieu la foi, qui à elle seule permet d'affirmer cette inflammation de l'appendice. Les touchés pelviens terminent cette partie physique de l'examen. Eh bien, au toucher rectal ou vaginal chez la femme, bien sûr, tout en prenant soin de considérer que, avant de faire ce toucher vaginal, que la patiente est vierge, elle n'est pas vierge. Donc, sinon, si elle est vierge, il faut seulement faire le toucher rectal. Et ce toucher pelvien va permettre de retrouver une douleur à la paroi latérale droite du rectum. Au total, donc, nous pouvons dire que la douleur abdominale spontanée, associée à une fièvre qui se situe autour de 38,5 habituellement, une défense en fosse iliaque droite, une douleur à la paroi rectale droite du rectum, ceci permet de faire le diagnostic clinique d'une appendicite aiguë franche et qui va donc imposer une chirurgie en urgence. Mais avant, est-ce que certains examens paracliniques sont indispensables? Il faut le savoir, il faut le reconnaître tout de suite que lorsque la clinique est bien codifiée, l'interrogatoire bien fait, eh bien, ceci seul suffit pour prendre la décision chirurgicale. Parfois, certains examens paracliniques peuvent être faits, au nombre desquels nous avons la numération globulaire formule sanguine qui va montrer une leucocytose apolynucléaire neutrophile. Et c'est en cas de doute diagnostique, clinique, qu'il est parfois recommandé dans nos milieux de faire l'échographie et surtout l'échographie abdominale s'il s'agit plus souvent d'une femme où on peut penser à autre pathologie et qui peuvent interférer. Et dans d'autres milieux, eh bien, de façon systématique, les gens font en dehors de l'échographie, ils peuvent également pratiquer le scanner abdominal. Sur le plan évolutif, l'appendicite non opérée va donc entraîner des complications au nombre desquelles nous pouvons avoir des péritonites aiguës généralisées ou bien
Un plastron appendiculaire qui intervient lorsque peut-être le diagnostic a été méconnu et des traitements médicaux intensifs ont été réalisés. Et bien donc, la pathologie évoluant de son propre gré, donc on va assister au plastron appendiculaire avec une masse, une gangue qu'on va retrouver au niveau de la fosse iliaque droite, avec une fièvre importante. Avec ce plastron appendiculaire, eh bien, des attitudes thérapeutiques codifiées vont permettre sa gestion. Ou alors, il peut s'agir d'un abcès appendiculaire. Et là, on a des signes d'abcès qui interfèrent. Eh bien, on a un tableau, le patient qui se plaint d'insomnie, de douleurs importantes, ces douleurs qui sont devenues très franches, et également avec une température qui va osciller entre 39 et 39,5 voire 40 degrés Celsius. Mais si le diagnostic est bien fait et que le traitement a été réalisé, donc la guérison est rapide. C'est en l'absence de cette prise en charge rapide que les complications pourraient voir le jour. Il faut noter, à côté de cette forme clinique classique habituelle, qu'il existe d'autres formes. L'appendicite peut se manifester sous d'autres formes, et donc nous allons voir dans les formes cliniques, les formes frustres. Dans les formes frustres, on note une douleur et une défense qui sont franches, qui ne sont pas franches. Je disais bien que dans les formes frustres, la douleur et la défense ne sont pas franches, ce qui amène à faire d'autres manœuvres, certaines manœuvres comme la palpation de la fosse iliaque droite qui va entraîner une douleur provoquée en fosse iliaque droite. C'est le signe de Rovsin. Ou alors, c'est la décompression brutale de la fosse iliaque gauche qui va entraîner la douleur provoquée. Donc, je disais que dans le cas du signe de Rovsin, la palpation de la fosse iliaque droite va entraîner une douleur provoquée en fosse iliaque droite. Et que quant au signe de Bloomberg, eh bien, c'est une décompression brutale de la fosse iliaque droite qui entraîne une douleur provoquée. Eh bien, à ce niveau, au niveau des formes frustres, les touchés pelviens et l'hyperleucocytose ont une grande valeur sémiologique pour pouvoir orienter vers les tableaux d'appendicite. La deuxième forme clinique qu'on peut observer, c'est les formes toxiques. Heureusement, elles sont rares, mais liées au terrain. Il s'agit, par exemple, d'un enfant ou bien d'un sujet taré, ou alors, ceci dépend également de la virulence du germe. On peut également avoir des tableaux de septicémie, et bien qui, si rien n'est fait à temps, peut emporter le sujet. Les signes fonctionnels observés sont le plus souvent discrets, et c'est tout ce qui fait la gravité de cette forme toxique ou de ces formes toxiques. La douleur est peu nette, mais les vomissements sont répétés et noirâtres, ce qu'on dénomme par le terme vomito-négro. On peut avoir également des diarrhées qui peuvent dominer le tableau également. Et donc, ces formes toxiques, il faut pouvoir les reconnaître à temps et pour pouvoir prendre en charge le plus précocement le patient. Les formes topographiques. J'avais dit en introduction que l'appendice peut siéger à plusieurs niveaux en raison de la rotation du sécom et dans sa progression,
né à la fosse iliaque droite, à la fosse iliaque gauche, et bien dans sa progression, l'appendice pouvant se retrouver au niveau en région sous-hépatique, en rétrocécale dans la région pelvienne ou dans la région mésocéliaque, ce qui va déterminer la forme clinique que nous allons définir. Donc, dans le cas de l'appendicite rétrocécale, eh bien, le sujet, lorsque vous faites attention et qu'il entre dans votre salle de consultation, eh bien, vous allez le voir avec une attitude particulière, c'est-à-dire que le membre pelvien droit va être légèrement fléchi, eh bien, donc, et fléchi donc sur le bassin. Et c'est ça qu'on va appeler le psoïtis. Et donc, il va avoir une douleur à la flexion de la cuisse sur le bassin. Et toute tentative d'extension de ce membre va réveiller une douleur très vive et au niveau de la fosse lombaire. On va noter également donc une défense musculaire au flanc droit ou au niveau de l'angle costal. Donc, je parlais des formes topographiques. Les formes topographiques, en premier, j'avais parlé de l'appendicite rétrocécale. Et je disais que lorsque le malade entre en salle de consultation et quand vous l'observez, il a le membre pelvien droit qui est fléchi sur la hanche droite. Et bien, toute tentative, lorsque vous lui dites de se redresser, il n'arrive pas à le faire et il envoie la main au niveau de la région lombaire, de la région costo, au niveau de l'angle costo-vertébral droit. Et donc, au cours de votre examen, vous allez réaliser qu'il va avoir une douleur qui est en flexion, donc ce membre est en flexion. Et toute tentative d'extension de ce membre pelvien va déclencher une vive douleur, et ceci au niveau du flanc droit ou de l'angle costo-vertébral droit. Il existe une défense gastro-hépatique. Lui, ce cas, cette forme clinique, va noter que les signes sont resitués au niveau de l'hypocondre droit. Et c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup faire attention, parce que ça va faire appel à d'autres pathologies comme la polycystique. Donc, en faisant la part et en interrogeant convenablement votre patient, vous pouvez retrouver qu'il s'agit effectivement de cette forme sous-hépatique et qu'on pourrait aussi observer dans le cas des femmes enceintes que nous verrons plus loin. L'appendicite mésocéliaque, donc l'appendice dans cette forme clinique, l'appendice se trouve au milieu des anses sur la ligne médiane, ce qui habituellement va être à l'origine des occlusions fébriles, des occlusions fonctionnelles. Donc, une occlusion fonctionnelle, eh bien, une occlusion au cours de laquelle il y a de la fièvre, il faut alors faire attention, il pourrait s'agir d'une appendicite mésocéliaque. Il faudra rechercher. En dehors de cette forme topographique, de ces trois premières formes que nous avons décrites, il y a la forme pelvienne. Donc, l'appendicite pelvienne, cette forme est beaucoup plus fréquente chez la femme. Eh bien, les signes sont bas situés, médians, auxquels s'associe un ténesme, une épreinte, une dysurie, voire une rétention aiguë d'urine. La dysurie, c'est la difficulté à émettre l'urine. La rétention d'urine, c'est que le sujet, malgré son effort, son envie pressante d'uriner, se trouve incapable de le faire. Donc, ce sont des signes caractéristiques de cette forme auxquels il faudra faire attention lorsque on se retrouve devant ces patientes qui présentent des douleurs abdominales.
Enfin, nous allons parler de la forme, sinon, la forme iliaque gauche. Les signes sont situés dans la région, dans la fosse iliaque gauche. Et comme j'ai coutume de dire aux étudiants, au cours de ma première garde, par exemple, en France, l'appendice se retrouvait en fosse iliaque gauche. Et puis, nous avons, au cours de l'intervention, on ne savait pas, on avait cherché l'appendice en fosse iliaque droite de façon acharnée et tout, mais on ne l'avait pas retrouvé. Et avec l'aide de l'assistant qui était de garde, en son temps, tout le monde était DS, et puis il est venu par la même incision pour retrouver l'appendice. Et dans ce cas, l'examen avait permis également de réaliser qu'il s'agissait d'un situs inversus incomplet. Enfin, il y a une forme particulière que l'on observe aussi. L'appendice va se retrouver dans un sac hernière inguinal et souvent à droite. Et c'est la forme, on parle en ce moment de la hernie de Amiens. Voilà pour ce qui concerne les formes topographiques dont nous avons parlé. À présent, nous allons aborder les formes selon le terrain. Les formes selon le terrain, nous allons d'abord voir la forme de la femme enceinte. À ce niveau, le diagnostic est très difficile avec des tendances à l'absédation. L'appendice est resitué, évoquant une pyélonéphrite ou une cholécystite. Et lorsque vous vous retrouvez au premier trimestre de la grossesse avec cette femme, le tableau est trompeur. Il y a des vomissements qui paraissent banals et que l'on considère comme des vomissements liés à la complication de la grossesse. Et donc, il faudra mieux affûter l'interrogatoire et c'est dans ces cas que l'échographie aide à retrouver le diagnostic. Au troisième trimestre, à ce niveau, la douleur est bien sûr dans la fosse iliaque droite, mais certains signes font défaut. Eh bien, donc c'est une douleur de la fosse iliaque droite qui est isolée. Il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de trouble de transit, ni de signes infectieux. La douleur semble représenter un début du travail d'accouchement. Et c'est ça que l'on appelle, il s'agit dans ce cas d'un faux travail d'accouchement de Mahon. Les frères de la gynécologie obstétrique rencontrent beaucoup plus souvent ces cas. Et bien donc, il est utile de laisser la douleur qui est observée, elle est isolée. On n'a pas les autres signes habituels, ni les troubles de transit, il n'y a pas de vomissement, et c'est seulement les signes infectieux qui permettent, et qu'il n'y a même pas de signes infectieux, donc c'est une douleur isolée, purement isolée. La forme, selon la méthode d'aborder les formes selon le terrain, c'est la femme enceinte, on vient de dire. Chez les sujets âgés, la personne âgée, il s'agit habituellement d'une occlusion fébrile ou une forme pseudo-tumorale. Et bien donc, on va palper, on va retrouver au niveau de la fosse iliaque droite une forme, une masse qui va sembler être, mais il y a la douleur et il y a l'occlusion. Chez l'enfant, le tableau est frustre et trompeur. Il faudra véritablement y penser devant un état fébrile, un état digestif fébrile. Voilà, quant à ce qui concerne les formes selon le terrain. Les formes étiologiques,
Il faut noter qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Eh bien, le plus souvent, c'est la pièce opératoire, la pièce opératoire adressée au laboratoire d'anatomie et pathologie qui nous permet de faire le point et de déterminer quels sont les autres facteurs que l'on peut retrouver parce que parfois, on rencontre des cas de tuberculose qui sont à l'origine de cet appendicite. Et c'est tout ça. Ou alors, carrément, c'est une tumeur. Et c'est pourquoi on recommande formellement que toutes les fois que le traitement a été fait, il faut prendre l'initiative d'envoyer la pièce opératoire au laboratoire d'anatomie pathologie pour savoir quelle est cette forme étiologique qu'on va rencontrer. La forme classique étant connue, les formes cliniques observées, eh bien, il y a le diagnostic que nous pouvons retenir. Sur quels sont les éléments qui vont constituer ce diagnostic positif. Le diagnostic positif est basé essentiellement sur la clinique, comme nous l'avions dit d'entrée. Il s'agit d'une douleur de la fosse iliaque droite spontanée, avec plus ou moins des troubles du transit, un type de constipation, de douleur, de fièvre à 38 ou 38 degrés 5, la langue est saburale, la douleur est provoquée, c'est-à-dire d'une douleur provoquée en fosse iliaque droite avec défense, une hyperesthésie cutanée, qui décrivait la triade symptomatique de Dieu, la foi. Et on l'avait dit sur le plan paraclinique, aucun examen paraclinique n'était indispensable, mais lorsqu'on réalise la numération à prédominance neutrophile dans l'ordre de 10 à 15 minutes. Une échographie abdominale ou un scanner abdominal dans les cas frustres permet donc d'apporter des contributions essentielles au diagnostic. Le diagnostic positif étant fait, certaines pathologies peuvent simuler l'appendicite et c'est là surtout qu'on attire l'attention de nous tous que sur le plan du diagnostic différentiel, certains éléments sont à considérer. Chez l'enfant, il peut s'agir d'un tableau de gastro-entérite. Eh bien, il y a la diarrhée, il y a les vomissements, ou alors c'est une lymphadénite mésentérique. Le plus souvent, dans le cas de lymphadénite mésentérique, c'est chez des sujets, des enfants de 4 à 10 ans et qui ont habituellement des baisses conjonctives. Et toutes les fois qu'on est devant le cas d'appendicite, de cette douleur-là qui ne s'applique pas chez les enfants, il faut souvent avoir le réflexe d'aller faire un examen ORL, de regarder la gorge de l'enfant et vous serez surpris de constater qu'il s'agit d'une amygdalite, des amygdalites presque jointives et qui habituellement sont à l'origine de cette lymphadénite mésentérique. On peut avoir chez l'enfant un tableau de volvulus du grêle ou une invagination intestinale aiguë. Chez l'adulte, les diagnostics qu'on peut rencontrer, essentiellement une cholécystite aiguë. Une cholécystite aiguë, le plus souvent il s'agit des femmes. Une femme obèse avec un signe de Murphy qui est positif, donc l'inspiration. À la palpation va bloquer l'inspiration profonde de la patiente. Il s'agit d'un cas de colique néphrétique ou alors d'un ulcère gastrique ou duodénal qui est perforé.
une pancréatite aiguë où il faut rechercher s'il n'y a pas d'antécédent de pancréatite ou alors qu'il y a une origine lithiasique. Chez la femme, il ne faut pas oublier qu'il y a des anesthésies droites ou bien des grossesses extra-utérines non rompues, je précise bien non rompues, puisque si la grossesse extra-utérine est rompue, le tableau va totalement changer. On aura une autre urgence sur le plan, la patiente va présenter une anémie clinique et autres. Donc, le doute ne se fait pas à ce niveau, mais lorsqu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine non rompue, eh bien, ça peut simuler une appendicite. On peut avoir également une torsion de kyste ovarien ou un tableau de fibrome en nécrobiose. Donc, qui peut faire signaler, qui peut simuler également une appendicite. Et donc, au nombre donc, de ces diagnostics différentiels que nous avons passés en revue, le diagnostic clinique étant fait, le diagnostic, les affections à ne pas confondre avec l'appendicite étant évoqué, il y a lieu de procéder à la prise en charge de la patiente. Bien, donc le traitement. Ce traitement aura pour but d'extraire l'appendice de la cavité abdominale, d'éviter les complications et de calmer la douleur. Plusieurs moyens permettent d'atteindre ce but. Il y a les moyens médicaux. Il va falloir donc prendre un embolo veineux, donner des antipyrétiques, des antibiotiques, anti-inflammatoires et dentalgiques. Le diagnostic étant déjà fait, le patient devant aller au bloc opératoire et donc on est alors à même de donner ces dentalgiques et ces antipyrétiques puisqu'il est en attente d'aller au bloc opératoire. Eh bien, il y a les anesthésistes qui vont également faire leur travail, organiser la prise en charge, faire rapidement une visite pré-anesthésique et donc préparer le patient pour le bloc opératoire. Les moyens chirurgicaux, essentiellement, il faut réaliser une appendicectomie, la voie classique, et à ce niveau, il faut faire une ablation de l'appendice et procéder à la toilette de la fosse iliaque droite. Cette forme classique est actuellement beaucoup plus aidée par la voie laparoscopique. Cette voie laparoscopique qui permet d'aborder la pathologie, d'aborder l'appendice et s'il s'agit et de voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées. Eh bien, c'est utile dans le cas des femmes, mais ceci sous-entend la disponibilité de ces colonnes de cystoscopie dans l'hôpital et donc de sa fonctionnalité et de sa fonctionnalité permanente et qui permet de gérer ces cas d'urgence très rapidement. Et ceci va permettre également d'écourter le séjour du patient au niveau de l'hôpital et sa reprise d'activité, de ses activités professionnelles. Quelles sont les différentes indications qui vont permettre de prendre en charge convenablement l'appendicite aiguë? Notre premier cas, le cas classique dont nous avons parlé, c'est l'appendicite aiguë non compliquée. À ce niveau, il faut réaliser juste l'appendicectomie et procéder à la toilette de la fosse iliaque droite. Nous avons parlé des cas compliqués. Et au nombre de ces cas, nous avons l'abcès appendiculaire. Et dans le cas de l'abcès appendiculaire, eh bien, le chirurgien va contenter de faire un drainage et d'associer une antibiothérapie. Il peut, dans certains cas, faire l'appendicectomie dans le même temps opératoire ou alors, en fonction de l'état clinique du patient,
eh bien, différer cette intervention. Donc, cette appendicectomie se fera ultérieurement. Quant au plastron appendiculaire, eh bien, c'est essentiellement lorsque le diagnostic est établi, un traitement médical qu'il faut faire est à base d'antibiotiques bien dirigés contre ces germes à large spectre, donc une antibiothérapie à large spectre, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec bien sûr une couverture par les inhibiteurs de la pompe à proton pour protéger l'estomac ou le duodénum du sujet, donner des antalgiques et suivre rigoureusement le patient sur 2 mois, voire 3 mois dans certains cas. Et donc, c'est après cela que l'appendicectomie pourra se faire. Dans les cas de péritonite appendiculaire, eh bien, l'urgence urgente, il y a la réanimation qu'il faut faire, réanimation pré, et post-opératoire, et donc la prise en charge rapide doit se faire, et donc il fait une laparotomie en fonction de l'étape du diagnostic. Dans certains cas, la laparoscopie peut aider et faire également et procéder à l'appendicectomie. Eh bien, c'est un traitement d'urgence propre qu'il faut réaliser afin de tirer le patient du danger. Il faut reconnaître que sur le plan de la surveillance, si le traitement est bien conduit, eh bien, le plus souvent, les suites sont simples, et le patient peut, au terme de 7 ou 8 jours, rentrer chez lui. Mais dans le cas d'une laparoscopie, d'une appendicectomie par laparoscopique, donc le sujet peut déjà, en 48 heures, regagner sa maison et être suivi à titre ambulatoire. Que pouvons-nous conclure suite à ce thème qui concerne l'appendicectomie, qui concerne l'appendicite aigu? Nous avons dit que l'appendicite aigu, que c'est une pathologie polymorphe et déroutante, que le diagnostic est essentiellement clinique et en cas de cas frustre, eh bien, ceci fait appel à l'échographie ou au scanner. La prise en charge doit être précoce et correcte afin d'éviter les complications qui pourraient survenir et même conduire au décès. Voilà, chers collègues, chers membres du comité de REMA, eh bien, voilà l'essentiel de ce que j'avais prévu vous dire au niveau du thème qui a été confié, l'appendicite aigu. Voilà, nous sommes au thème de notre communication et nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous Merci. vous remercions aussi pour cette brillante communication. Et voilà, sachez que tous qu'il y a une surprise à la fin de la communication d'aujourd'hui. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons débuter avec la deuxième partie de la communication, du webinaire d'aujourd'hui, autant pour moi, qui est la phase des questions-réponses. Donc, si vous aviez des questions, si vous aviez des apports, si vous aviez des partages d'expériences par rapport à la thématique d'aujourd'hui, si vous avez peut-être des vécus par rapport au diagnostic et à la prise en charge de l'appendicite aiguë, merci de lever la main et nous vous donnerons la parole pour participer au débat. Donc, j'ai vu des micros ouverts. Je ne sais pas si c'est des personnes qui aimeraient intervenir. Je peux désactiver le mien d'abord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je peux désactiver mon micro d'abord. Oui, avec plaisir, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient partager quelque chose?
si les gens ne parlent pas, moi-même, je vais désigner les gens pas payés. Il y a des gens qui sont venus plein, là. Maintenant, personne ne veut parler. Pourquoi? Oui, ben, oui. En fait, allô, monsieur, docteur Pascaline, Oui, je voudrais dire que l'appendicite aiguë est une pathologie qui déroute et qui fait que, en fait, et que on est dans la pratique courante. Donc, les collègues vont intervenir pour permettre de voir, on n'a pas certainement tout dit, mais ils vont pouvoir donc aborder certains cas spécifiques pour enrichir la séance. Merci beaucoup. merci beaucoup à vous, Je, professeur. Il y a quand même deux mains levées j'ai une déjà. question. Oui, docteur Christian. Merci à docteur Christian, à docteur Monchinou, à docteur Moula de fermer le micro d'abord. Je vais vous donner la parole, il n'y a pas de souci, et vous allez pouvoir poser vos préoccupations. Docteur Christian, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, madame. D'accord. Merci de vous présenter à nous et de poser vos différentes préoccupations. Après, ça sera le tour de docteur Monchino. Docteur Christian, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je suis docteur Christian, comme vous l'avez dit, médecin traitant à l'hôpital militaire d'Endolo, à Kinshasa. Actuellement, je suis en vacances à Luanda. En fait, j'ai quelques préoccupations. J'aimerais d'abord, premièrement, féliciter le professeur pour sa brillante présentation. En tout cas, il a été bref, mais très pertinent. Oui, alors, j'aimerais... Prof, vous avez parlé dans les différentes formes anatomo-pathologiques. De toutes ces formes-là, j'aimerais un peu avoir la clarté. Quelle est la forme la plus redoutable de toutes ces complications, des formes anatomo-pathologiques? Quelle est la forme la plus redoutable? Et puis, quelle est la complication la plus majeure dans toutes ces formes-là? Là, c'est la première question. Je ne sais pas si je me fais entendre. Bien sûr, on vous entend, docteur Christian. Oui, et puis la deuxième. Prof, vous avez parlé d'une appendicite sous-hépatique parmi les différentes formes, je pense bien. Alors, dans les différents, pour les généralistes que nous sommes, il se fait que parfois dans les différentes manœuvres de palpation du foie, nous retrouvons aussi une douleur hépatique. Comme vous avez vous avez parlé d'une cholécystite, je pense, dans les diagnostics différentiels. Alors, quel est l'élément clé qui va nous permettre effectivement de savoir qu'ici, nous ne sommes pas devant une cholécystite, mais nous sommes devant une appendicite sous-hépatique. Quel est l'élément, quel est l'examen clé? Parce que vous dites, selon les lectures, selon les documents, le diagnostic est exclusivement clinique. Maintenant, dans ce cas-là, en cas d'une appendicite sous-hépatique, quelle est la démarche clé ou quel est l'élément clé dans les étapes de l'examen? Quel est l'élément clé qui nous permet qu'ici, nous pouvons penser à une appendicite sous-hépatique? La troisième question est celle-ci. Il y a une technique selon laquelle on refroidit l'appendicite, c'est-à-dire qu'un anti-inflammatoire, une vessie de glace, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil sur ces procédés-là, sur cet acte-là de refroidir l'appendicite pour une intervention ultérieure? Ça a des conséquences tardives, ainsi de suite. Je voulais un peu savoir sur ces points-là. Et puis, quel est le conseil que vous pouvez nous donner sur l'usage des antispasmodiques? Parce qu'il peut arriver, par exemple, pour des femmes, nous avons une pelvite ou bien des douleurs au niveau du pelvis, où on s'est dit, pour les enfants, il y a quand même des douleurs abdominales du genre spasme, ainsi de suite. On s'est dit, dans ce cas ici, je peux conseiller un antispasmodique, soit Parovil ou ceci. Est-ce que vous nous conseillez quoi? On peut les utiliser parmi les antalgiques que vous nous conseillez de donner là-bas ou pas?
Et puis, le but du traitement médical est lequel? Parce que le traitement définitif d'une appendicite, c'est l'appendicectomie. À vous entendre parler, cher professeur, cher éminent professeur, que j'aime bien faire. Maintenant, le traitement médical ici, à quel but? Donc, on peut se dire, on se limite juste si c'est une appendicite moins grave, on peut se dire, bon, on donne juste un traitement médical fait à base de tout ce que vous avez donné là-bas, et puis, bon, on s'acquitte. Si l'inflammation est résolue, et le reste des choses vont aller de soi. Donc, voilà un peu les différentes questions que j'avais. Et je me laisse à votre disposition pour de plus amples explications, professeur. Merci et salutations à tous. Je vous aime bien. Merci beaucoup, docteur Christian. Professeur, est-ce que vous aimeriez répondre directement aux différentes préoccupations de docteur Christian ou est-ce que vous voudrez qu'on continue? C'est vous qui décidez. Professeur, vous êtes avec moi. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, je vous entends 5 sur 5. Est-ce que vous préférez aller Vous directement m'entendez? par rapport à... Oui, on vous entend aussi. Oui, Est-ce que vous aimeriez aller d'accord. Moi, directement? je pense qu'on remercie le docteur Christian pour ses préoccupations. Et je crois qu'en répondant aux préoccupations de Christian, ça pourra permettre d'éclairer quelques lanternes et puis on va aller sur d'autres champs sur les questions. Eh bien, je voudrais dire, il a dit quelle est la forme redoutable, la plus redoutable et quelles sont les complications majeures. Eh bien, la forme redoutable, lorsque l'appendicite aiguë n'est pas rapidement pris en charge, nous avons dit, c'est toutes les formes qui ont les mêmes complications. C'est toutes les formes qui ont les mêmes complications, abcès, plafond appendiculaire ou péritonite aiguë généralisée. Et donc, il n'y a pas une forme qui paraissait la plus redoutable que l'autre, à mon avis. Eh bien, toutes les formes sont des formes dangereuses et dont il faut, et c'est pourquoi on dit, dès que le diagnostic de l'appendicite est fait, le traitement doit se faire de façon urgente. Et il n'y a pas à y revenir. Et donc, la complication majeure, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, ça peut, comme on dit, ça peut aller jusqu'au décès si rien n'est fait à temps. Et donc, l'appendicite, on peut avoir, si ce n'est pas traité très rapidement, on peut avoir un abcès appendiculaire, on peut avoir dans les cas où il y a une errance diagnostique et avec des traitements intempestifs, assister à un tableau de plastron appendiculaire qui va faire que le malade ne pourra être pris en charge convenablement après le traitement médical. Après le traitement médical dont j'ai parlé tantôt. Et bien donc, je pense que toutes les complications, j'ai parlé tantôt de péritonite appendiculaire. Donc, tout ça, c'est des complications majeures parce que ça crée une morbidité chez le patient. Et c'est très important. Et tout ça peut conduire au décès, à la complication ultime, le décès. Il a parlé de l'appendicite sous-hépatique et que nous avons dit qu'il s'agissait d'une douleur isolée. Donc, il y a ce qu'il faut, il dit quel est l'examen clé qu'il faudra faire. Nous avons dit, oui, que l'appendicite le diagnostic de l'appendicite est essentiellement clinique. Et nous avons dit également que dans certaines formes particulières, certains examens paracliniques peuvent s'imposer. Donc, étant devant une femme enceinte, que ce soit, si c'est au premier trimestre, nous avons dit qu'il y a une confusion qu'on pourrait observer, eh bien, une échographie peut permettre de voir l'appendice en ce moment-là où on va réaliser que l'appendice va être supérieur à 4 cm et que la lumière, par exemple, pourrait, avec une réaction péritoniale qu'on pourrait observer à la fosse iliaque droite, dans le cas donc, de cet appendice. Et donc, lorsqu'on est dans le cas sous-hépatique, de l'appendicite à localisation sous-hépatique, eh bien,
l'échographie abdominale permettra d'aller, de retrouver la pathologie, l'inflammation de l'appendice avec toutes ces déformations. Et si, par exemple, le terrain le favorise, eh bien, le scanner, en fonction des moyens, en fonction de la disponibilité de ce scanner, eh bien, dans l'hôpital, eh bien, le scanner permettra également d'avoir un examen, de nous permettre de retrouver correctement. Sinon, dans d'autres milieux, dès que vous dites douleur abdominale, et après l'examen clinique, les gens demandent d'emblée le scanner. Mais dans nos milieux où la disponibilité n'est pas fréquente, c'est pourquoi nous ponctions beaucoup plus sur l'examen clinique, et l'échographie étant un geste anodin, réalisable et répétitif, et donc l'échographie peut se faire, mais il faut aussi tenir compte de l'opérateur, parce que ce sont des examens opérateurs dépendants, et c'est pourquoi la clinique doit beaucoup plus se prévenir. Il a parlé également de est-ce qu'il faut refroidir l'appendicite? Non, il n'y a pas question de refroidir l'appendicite. Nous avons dit, lorsque le diagnostic est fait et que le malade est en instance d'aller au bloc opératoire, pour une raison ou pour une autre, il va peut-être faire traîner son entrée au bloc opératoire, eh bien, le diagnostic étant connu, on peut commencer par donner, mettre la vessie de glace, des antipyrétiques, des antalgiques, en attendant, pour réduire la douleur, pour diminuer la douleur chez le patient. C'est dans ce seul cas qu'on parlera de refroidir l'appendice en attendant que le bloc soit disponible pour que l'intervention soit faite. Donc, il n'y a pas à refroidir un tableau d'appendicite. Bon, il a également abordé quels sont les conseils qu'on pourrait donner sur les âges. Et il a pris le cas de l'enfant ou bien de la femme où on pouvait utiliser des antispasmodiques. Non, l'utilisation également de ces antispasmodiques sera liée à ce que le diagnostic positif est fait. Si ce diagnostic positif est fait et que le malade est en instance d'aller au bloc, on peut utiliser tout autre arsenal thérapeutique pour pouvoir, dans le souci de ne pas perturber, de ne pas aggraver la douleur de l'enfant. C'est dans ce cas qu'on peut demander d'utiliser ces médicaments sur le plan antispasmodique. Bon, le but du traitement médical, ce n'est pas, est-ce que c'est pour les moins graves? Non. Le traitement médical, tantôt, comme je le disais, c'est de préparer le patient à aller au bloc opératoire. Le diagnostic est fait. Une fois que le diagnostic est fait, le malade est en instance d'aller au bloc. Et donc, le traitement médical, il y a la préparation de l'anesthésie, il y a tout ce cortège-là qui est fait, et comme ça, on peut aller. Donc, il n'y a pas d'appendicite moins grave. Tout appendicite, dès que c'est là, si rien n'est fait, eh bien, ça va être la catastrophe. Et nous avions dit en début au début de cette communication, que il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. Ce n'est pas parce que les signes ne sont pas bruyants que vous allez dire qu'il y a ceci, ou c'est parce que les signes sont bruyants que l'appendice est grave ou non. Tout appendicite, une fois diagnostiqué, doit être opéré. Je voudrais vous parler d'une forme qui habite un peu les esprits. Certains parlent d'abendalgie. Abendalgie, oui. Non, oui, c'est des termes que les gens utilisent. Le plus souvent, on se dit, est-ce que ce n'est pas les formes chroniques et tout ça? Mais si ça servait, les examens paracliniques vont nous permettre beaucoup plus facilement de détailler le tableau. Oui, j'avais dit qu'il y a des termes qu'on utilise à des moments donnés pour
désigner une douleur de la fosse iliaque droite, on se dit, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une appendalgie? Appendalgie, eh bien, d'aucuns disent que c'est des formes chroniques, ainsi de suite, mais je dis que les examens paracliniques vont permettre de mieux étayer et de permettre de lever le doute pour aller plus vite à l'essentiel qu'est l'appendicectomie. Merci. Merci aussi beaucoup à vous, professeur. Docteur Christian, avez-vous eu des réponses à vos préoccupations? En attendant qu'il nous réponde, je vais donner la parole à docteur Mantinou et ce sera le tour de docteur Olivier de Montaguet. Docteur Mantinou, si vous êtes là, merci d'ouvrir votre micro, de vous présenter, de poser vos préoccupations. Bonjour. Bonjour, docteur. Ah, merci. Vous me recevez. Oui, bonjour. Je tiens à féliciter le professeur pour cette présentation et la plateforme vraiment, tout d'abord, pour la formation continue qu'il nous offre. Au fait, ma question, normalement, c'est, docteur Christian vient de le soulever, notamment c'était sur la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, parce que souvent dans nos contrées, quand on reçoit des patients en tant que médecin généraliste, et souvent le chirurgien n'est pas disponible. Donc, on a souvent du mal à gérer la douleur en attente du chirurgien pour venir confirmer, soit pour avoir son avis. D'autant plus, parfois, on a des éléments qui manquent, soit au niveau de l'appareil clinique, soit on n'a pas une hyperleucocytose, ou bien, mais sur le plan clinique, on a une douleur qui est vraiment là, comme sur la fosse iliaque droite. Donc, souvent, on a du mal à gérer cette douleur par le choix dentalgique qu'il faut utiliser en dépit de la vessie de glace. Donc, c'était ça un peu surtout ma préoccupation. Donc, je disais que c'est le docteur Mantinou depuis le Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire. Merci. Merci beaucoup, docteur Mantinou. Comme nous l'avions dit tantôt, la gestion de la douleur en attendant que le chirurgien voit, eh bien, l'objectif ici, c'est de prendre les dispositions pour que le chirurgien ne se trompe pas à son arrivée. Et donc, la vessie de glace pourrait permettre de gérer. Et parfois même, des antispasmodiques peuvent permettre de gérer la situation. Mais il ne faut pas mettre d'antalgique ou d'antipyrétique de cette façon. Et donc, la vessie de glace et parfois des antispasmodiques en attendant, parce qu'ils ne changent pas l'évolution le tableau. Et dès que le chirurgien va arriver, après son interrogatoire et son examen clinique, il pourra aisément poser le diagnostic d'appendicite et organiser la prise en charge urgente du patient. Voilà pour ce que j'ai à dire sur la gestion de la douleur. Ça, en attendant que le chirurgien arrive. Parce que si vous mettez des antalgiques systématiquement, eh bien, ça peut dérouter. Et comme si c'est réellement un tableau d'appendicite, ça évolue de son propre gré. Et c'est dans ces cas que des complications comme des plastrons peuvent survenir par la suite. Et pour les éviter, et donc, lorsque vous recevez le patient et que vous avez fait votre diagnostic de présomption en disant ce cas semble être une appendicite aiguë, eh bien, alors on peut mettre la vessie de glace ou mettre un antispasmodique. Ça ne va pas changer la structure de la douleur. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Docteur Olivier de Montaguet a une question. Merci à docteur Mantinou pour les questions. Merci de supprimer votre levé de main. Merci. Docteur Olivier de Montaguet, vous avez la parole. Bonjour Emma, bonjour chers collègues, bonjour professeur. Oui, bonjour. Alors, je suis docteur Olivier de Montaguet. Bonjour, chers participants. Je suis béninois, je suis en formation en BS urologie à Abidjan. Alors, au cours de votre intervention,
Donc, je me souviens, j'ai eu à entendre parler de l'appendice d'amiant. Et donc, une fois au cours de nos interventions, je crois que j'ai partagé l'écran, je ne sais pas si vous le recevez. Oui, on le voit. Voilà. Oui, donc, on vous écoute. Donc, une fois au cours de nos interventions, pour une hernie inguinale droite, on était tombé sur ce cas-là. Alors, la question était de savoir, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait en même temps une appendicectomie ou on le refoule. Dans notre cas précis, là, on l'a juste refoulé, on a fermé le sac et puis on s'en est allé. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillerez de le faire à l'avenir, puisque c'est la deuxième fois qu'on voit ce genre de cas? Et donc, qu'est-ce que vous conseillerez? Merci. Merci à vous, docteur. Merci. Professeur, vous avez la parole. On Merci. va continuer. Merci beaucoup. Merci, docteur Pascaline. Merci, docteur Olivier de Montaguet. Et oui, la hernie d'Amiens, la hernie inguinale d'Amiens, où on retrouve l'appendice dans le sac hernien, eh bien, lorsqu'on se dit, une fois que cet appendice est retrouvé dans le sac hernien, l'idéal serait de faire l'appendicectomie et de faire la cure hernienne de façon complémentaire. Donc, parce que lorsque l'appendice se retrouve dans le sac hernien, il y a quelques souffrances qui lui sont quand même imprimées. Bon, moi, je crois, je serais plus prudent de faire en même temps, dans la mesure du possible, bien sûr, si la technique est bien maîtrisée et tout, de faire l'appendicectomie et avant de faire la cure hernienne. Sinon, dans certains cas, si l'appendice a été traumatisé et autres par la suite, eh bien, peu après, il peut développer encore un tableau d'appendicite. Il est vrai, il n'était pas malade quand vous l'avez retrouvé, mais on ne sait pas les pressions qu'il a subies avant que la hernie ne soit, le traitement de la hernie ne soit fait. Moi, je serais prudent de faire l'appendicectomie et au lieu de le refouler. Heureusement, il est vrai, vous l'avez refoulé et vous n'avez pas eu de feedback. Est-ce qu'il y a eu des problèmes après? Habituellement, non, mais ça dépend depuis quand la hernie là est constituée. Et puis, depuis quand l'appendice est également retrouvé dans le sac hernien. Voilà mon approche de solution. Je ferai l'appendicectomie et puis je fais la cure hernienne. Merci. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je crois qu'à l'avenir, si on tombe encore sur des cas comme ça, on fera comme vous dites. Merci bien. Et je pense, vous, docteur, oui. C'est d'ailleurs ça qui fait que lorsque les urologues travaillent avec nous, on leur dit, en fait, ils font leur stage en chirurgie viscérale. Et c'est dans ce cas pour avoir la main. Et lorsqu'on tombe sur ce cas-là, on résout le problème au patient. Et puis, c'est bien, quoi. Donc, c'est pourquoi les législateurs, ceux qui avaient conçu le stage de duel d'urologie en viscérale, on leur trouve vraiment raison. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Nous allons continuer avec les échanges. Docteur Daniel Elomba, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci beaucoup. Merci au professeur et à l'équipe vraiment pour la présentation. C'est docteur Elomba à partir de Kinshasa, en RDC. Une petite préoccupation, professeur, c'est je suis médecin généraliste. Assez souvent, on entend parler d'appendicectomie de passage, appendicectomie de principe, appendicectomie préventive. Alors, je voudrais savoir votre appréciation, professeur, par rapport à ces techniques qui sont en fait couramment faites par certains chirurgiens ou médecins généralistes qui, par exemple, au cours d'une intervention chirurgicale majeure, préfèrent combiner ça avec une appendicectomie. Je voudrais savoir votre appréciation par rapport à cette façon de faire, mais également votre appréciation par rapport à certains chirurgiens ou médecins généralistes qui préfèrent combiner une appendicectomie programmée à un autre acte chirurgical. Je prends un exemple, un enfant vient, vous établissez le diagnostic d'une appendicite
et vous programmez une appendicectomie et vous profitez directement de faire, par exemple, une circoncision alors qu'elle n'était pas préalablement programmée. Je ne sais pas vos appréciations par rapport à ces façons de faire qui sont un peu courantes dans nos milieux. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Daniel Elonga. Bonjour aux amis de RDC. Appendicite de passage, appendicite complémentaire. Oui, c'est des termes c'est des attitudes que nous adoptons en Afrique, surtout, en disant, oui, le patient n'a pas les moyens pour revenir pour un tableau d'appendicite, et c'est pourquoi quand on va pour autre chose, on lui fait aussi l'appendicectomie. La prière qu'il faut faire, ou alors la technique qu'il faut utiliser, c'est de faire minutieusement cette appendicectomie complémentaire pour qu'elle ne soit pas source de complications post-opératoires. Et à ce titre, lorsque le patient va se plaindre, il va dire, mais moi, je n'étais pas venu pour un tableau d'appendicite, pourquoi vous m'avez enlevé l'appendice? Et vous allez dire que c'est parce que pour des raisons économiques. C'est bon, mais il va nous prendre beaucoup de millions avec les juges, avec les avocats et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut être prudent. C'est une pratique courante que nous faisons en disant, oui, c'est parce que les moyens ne vont pas accompagner véritablement. Dans certains cas, il vaut mieux s'en abstenir. Il faut s'en abstenir parce que, toujours dans le souci d'éviter d'éventuelles complications post-opératoires. Voilà, vous avez parlé d'une circoncision et puis, non, une appendicite programmée. Donc, appendicite programmée, je ne sais pas ce que vous mettez dans ça, mais lorsque, je suppose que l'enfant est venu et on a vu que c'est un tableau d'appendicite et on veut aller l'opérer. Sinon, il n'y a pas de programmation à faire. Ou alors, les programmations ne sont indiquées que dans le cadre des plastrons appendiculaires observés et secondairement, le sujet va être pris en charge. Là, ça devient une programmation pour l'appendicectomie. Hormis ce cas, eh bien, si le diagnostic est fait et qu'on veut aller faire l'appendicectomie, je serais prudent de ne pas associer autre geste. Et c'est toujours dans nos milieux que nous disons, on fait ça pour accompagner l'enfant. Lorsque nous sommes sûrs de prendre des dispositions particulières pour ne pas contaminer la circoncision, pour ne pas contaminer, au cours de cette circoncision, pour ne pas contaminer l'enfant, si on a pris des dispositions particulières, eh bien, on peut s'engager. Dans les cas contraires, l'idéal serait de programmer l'enfant pour la suite et faire sa circoncision. Souvenez-vous que bien que lorsque, par exemple, au cours de l'appendicectomie, pour une raison ou pour une autre, l'appendice qui est malade touche la paroi, c'est source de gangrène. C'est source de gangrène. Et ça peut être vraiment préjudiciable pour le patient. C'est fort de cela que moi, je garderai mon attitude de faire l'appendicectomie. Secondairement, je vais programmer l'enfant pour lui faire sa circoncision. Voilà un peu mon approche, mon appréciation sur ce fait et pour des raisons de prudence. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à Daniel est satisfait de cette vision. Si le doc est là, il peut toujours prendre la parole, nous dit. Docteur Daniel, êtes-vous satisfait des réponses? Oui, on est satisfait, professeur, et on va rectifier. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Daniel. Merci à vous. Nous allons donner la parole à docteur Fadonoubo. Je prie tous les participants qui ont écrit des questions dans le chat. Je vous en prie, je vous en supplie,
levez la main, je vous donnerai la parole et vous allez poser vos différentes préoccupations. Parce que c'est un peu compliqué de combiner les deux finalement. Docteur Fadongo, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. chers maîtres. Oui. Bonjour, Dr. Fadongo. Docteur Fadongo, vous êtes là, votre micro est fermé. Ok, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Oui, on vous entend. Ok, je suis Dr. Falongo, DS de chirurgie à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Chers maîtres, par rapport à votre présentation, je l'ai bien suivi et j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation, ce sont les difficultés que nous rencontrons quotidiennement par rapport au diagnostic de l'appendicite, surtout dans notre contexte d'automédication que les malades font d'automédication avant de venir à l'hôpital. Nous n'avons pas souvent tous les signes pour nous permettre de poser le diagnostic, comme vous l'avez bien évoqué, la triade de Dieu, la foi. Nous n'avons pas souvent tous ces signes et pour nous permettre de poser ce diagnostic. Parfois, c'est la fièvre, il n'y a pas la fièvre. Parfois, on n'a pas de douleur, de vomissement, ni de diarrhée, tout ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez, cher maître? Est-ce qu'il faut attendre systématiquement d'avoir la triade symptomatique avant de poser le diagnostic pour éviter les appendicites opérés des malades qui les appendices normales? Qu'est-ce que vous nous conseillez, cher maître? Et dans cette idée, je voudrais savoir qu'est-ce que vous nous dites par rapport au, comment je vais dire, aux critères d'Alvarado. Qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à ça? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la prise en charge chirurgicale. Vous avez dit, en cas d'abcès appendiculaire, qu'il faut drainer. Il faut faire un drainage et il faut revenir pour faire l'appendicectomie plus tard. Je voudrais savoir, est-ce que le drainage dont vous parlez, c'est-à-dire en péropératoire, on met un drain et on sort. Est-ce que c'est systématique de revenir pour faire une appendicectomie complémentaire ou bien ça dépendra des constatations péropératoires? Parce que je dis ça parce que si en péropératoire, il y a un appendice qui est friable jusqu'à la base et que tout est nécrosé jusqu'à la base et qu'on n'a plus rien à enlever et qu'on draine, est-ce que c'est nécessaire de revenir? Voilà mes deux préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Merci. docteur Fadongo. On va avec les chirurgiens, les noms, les nouveaux noms. En tout cas, j'espère que le professeur va nous parler de tout ça. Beaucoup. Vous avez la parole, Oui. professeur. Eh bien, merci au docteur Falongo pour ces deux questions. Habituellement, vous n'avez pas tous les signes. Vous n'avez pas tous les signes. Parfois, vous n'avez pas la triade symptomatique de Dieu la foi. Vous avez peut-être la douleur, parce que c'est devant la douleur, tout le monde se manifeste. C'est seulement la douleur. Et parfois, cette douleur a été, son évolution ou bien cette symptomatologie a été voilée par l'automédication. Et c'est ça qui va donner par la suite des tableaux de plafond appendiculaire. Et donc, c'est à ce niveau que nous disons qu'il faut le plus souvent reprendre l'interrogatoire de façon minutieuse et au cours de cette reprise de l'interrogatoire, le patient va vous décrire tout ce qui s'est passé avant qu'un traitement, un premier traitement ne soit fait, avant qu'il ne commence l'automédication ou bien que quelqu'un d'autre puisse lui faire des soins. Il peut ne pas se souvenir de vomissement qu'il a eu. Il peut ne pas réaliser il peut méconnaître, par exemple, que bon, il a un peu manque d'appétit, mais il n'y a pas de trouble de transit. D'accord? Il ne faut pas, c'est dans ces cas où c'est frustre, ou qu'on ne se retrouve pas, qu'il est utile de demander des examens
complémentaires en particulier. Commencez d'abord par l'échographie abdominale pour qu'on vous parle, on vous donne la nature de l'appendice qui habituellement va être un appendice inflammatoire ou dîner ou avec une lumière qui est en fait un appendice qui est supérieur à 4 ou 6 cm. Et donc, ce sont ces éléments. Donc, il faut donner beaucoup plus de poids à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Eh bien, dans certains cas, vous allez pour l'échographie, bon, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez demander la numération globulaire formule sanguine et vous allez constater que, eh bien, la numération blanche paraît normale, il n'y a pas que ça n'influence pas trop, eh bien, c'est ces cas-là qui demandent qu'on fasse un examen complémentaire pour pouvoir avoir les informations. Mais le plus souvent, lorsque l'interrogatoire est bien conduit, on se retrouve parfois plus facilement. Et donc, c'est pourquoi je donnais beaucoup plus de poids à l'interrogatoire et à l'examen clinique de votre patient. Bon, du coup, vous ne pouvez pas régulièrement attendre de retrouver cette triade symptomatique, puisque vous pouvez ne pas avoir l'hyperesthésie cutanée. Mais lorsque vous organisez correctement votre examen clinique, vous aurez la douleur qui va être peut-être légère parce que déjà perturbée par une médication. Et c'est en cela que les autres manœuvres, la manœuvre de Robson, la manœuvre de Bumber, ont toute leur valeur sémiologique. Et c'est comme ça que j'aurais voulu que vous fassiez. Eh bien, donc, ceci dit, et donc pour les critères Alvarado, donc vous devez également en tenir compte et savoir que vous, là aussi, vous n'avez pas tous les signes, puisque c'est des constatations biologiques. Et vous avez fait la numération, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas la C-réactive protéine qui n'est pas égale à 3 fois ou 4 fois la normale, eh bien, mais il faut tenir compte de la manifestation clinique de votre patient. Dans le cas de l'abcès appendiculaire, nous avons dit qu'il faut faire un drainage. Mais pour des chirurgiens bien entraînés, si le cas le permet, il peut, s'il trouve l'appendice au cours donc, de ce drainage, il peut facilement faire l'appendicectomie. Mais n'allez pas chercher. Si vous ne trouvez pas l'appendice de façon évidente, il ne faut pas aller farfouiller, aller fouiller partout pour dire je cherche l'appendice pour que je puisse faire l'appendicectomie. Vous faites le drainage. Vous mettez le drain dans la fosse iliaque droite, en dessous, au niveau de ce corps, et le drainage est fait. Une fois que le drainage est fait de façon convenable, eh bien, tout va rentrer dans l'ordre et secondairement, vous allez organiser la prise en charge secondaire. Donc, tout dépend des constatations péropératoires et de l'expérience du chirurgien qui a abordé le tableau. Voilà ce que je puis dire à vos deux préoccupations. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Je ne sais pas si pour nous les novices, vous pouvez revenir au moins sur la classification, les critères d'Alvarado, si j'ai bien entendu, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Bon, si ça ne vous gêne pas, pour ne pas trop perturber, je crois que le docteur Fadonumbo, il est encore à l'écoute, si elle peut nous en rappeler quelques éléments. Merci. Comme c'est un échange, je crois que c'est utile parfois. Merci. D'accord, mais bon, je pense que si le docteur il est là, on peut toujours revenir à la fin là-dessus. Je pense le code d'Alvarado. Je pense, docteur, si vous me permettez, je continue et vous allez y revenir à la fin. D'accord. Merci à vous, professeur. Nous allons donner la parole à docteur Jean de Dieu. Merci de vous présenter et je vous en prie, si vous pourriez, comme on le dit en médecine, donner vos questions sous style télégraphique. Ça va me permettre d'aller plus loin.
Bonjour à tous, docteur BSN, travaillant dans les services des urgences hôpital Saint-Jean-Paul-D. J'ai quelques préoccupations De quel pays, concernant s'il vous plaît? Saint-Jean-Paul-D à Madagascar. Oui. D'accord. En fait, j'ai quelques préoccupations concernant la prise en charge post-opératoire. Cher maître, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la reprise d'alimentation en post-opératoire? Et j'aimerais savoir quel est ou quels sont l'antibiotique le plus fréquemment utilisé en post-opératoire de l'appendicite aiguë. Merci. Merci à vous, docteur. Professeur, vous avez la parole et on va continuer. Oui, est-ce que le réseau balance un peu? Oui, mais on t'entend. Le docteur Jean de Dieu a parlé de prise en charge post-opératoire. Il parlait de la reprise de l'alimentation. Et puis, mon truc était parti. Je ne sais pas si il peut répondre. Il a parlé de l'alimentation en Reprise post-opératoire. d'alimentation. Oui, et il a également parlé Oui. de l'antibiothérapie le plus couramment, de l'antibiotique le plus couramment utilisé en post-opératoire. D'accord. OK, merci. Merci au docteur Jean de Dieu de Madagascar. La prise en charge post-opératoire pour la reprise du transit, habituellement, nous recommandons que le patient ait d'abord une reprise du transit pour l'autoriser à s'alimenter. Mais des études ont montré que le sujet qui a subi une appendicectomie les heures qui suivent, on peut par exemple lui donner de l'eau, on peut l'autoriser à prendre une alimentation purement liquide et peut-être le lendemain commencer, sans attendre nécessairement ce retour du transit. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent et le faire au cas par cas. Lorsque vous avez par exemple un tableau en fonction de l'état clinique du patient et tout, un tableau d'appendicite avec un patient en très bon état général, le problème ne se pose pas. Ce qu'on craint le plus souvent, c'est qu'il faut que le bloc anesthésique puisse d'abord passer pour faciliter pour que lorsque le sujet va prendre du liquide et qu'on n'assiste pas par exemple à un phénomène de tour digestif ou d'occlusion qui va s'installer en raison de la parésie intestinale liée à l'anesthésie. Eh bien donc, oui, quel antibiotique il faut utiliser? Non. Lorsque l'appendicectomie a été faite, l'appendice malade extrait de la cavité abdominale, eh bien, la source de l'infection est partie. De plus en plus, il y en a, certains n'utilisent même plus d'antibiotiques en dehors de l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire à l'injection et à la fin, et puis peut-être dans les 24 premières heures, c'est tout. Sinon, l'infection étant partie, l'organe malade est enlevé de la cavité abdominale, eh bien, il n'y a plus question, en principe, de continuer une antibiothérapie en dehors de cette antibioprophylaxie. Sinon, on ne va pas indiquer une antibiothérapie particulière pour dire qu'on est en train de gérer le post-opératoire. La tendance, c'est de ne même plus faire une antibiothérapie. Voilà. Et donc, puisque, comme je l'ai dit tantôt, les raisons sont là, l'organe malade n'est plus là, eh bien, et ça aussi, vous devez tenir compte du cas. Si c'est une appendicite aiguë classique de découverte rapide, de découverte récente, vous avez vu ça aussi rapidement que possible et vous l'avez traité, eh bien, ça passe. Mais si il y a d'autres pathologies qui sont associées,
eh bien, en ce moment, vous pouvez voir dans quelle mesure il faut utiliser le conduit. Sinon, la règle, c'est une fois l'organe malade est réséqué, l'antibiothérapie n'est plus de mise. Donc, il n'y a pas un médicament, un antibiotique particulier qu'on pourrait indiquer. Même avec l'amoxicilline et autres, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on tient compte de l'environnement dans lequel on se trouve et aussi du cas clinique que nous avons, que vous avez en face. Voilà pour ce que je pouvais dire sur la préoccupation du docteur Jean de Dieu de Madagascar. Merci. Merci beaucoup, professeur. Docteur Jean de Dieu, est-ce que vous êtes satisfait? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. C'est D'accord. très clair. Merci à vous, docteur Jean de Dieu. Nous allons passer la parole à docteur Moula. Merci d'aller aussi droit au but. Docteur Moula, est-ce que vous êtes là? Docteur Kenat Moula, est-ce que vous êtes là? Je prie toutes les personnes qui ont posé des questions dans le chat de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît, si votre question n'a pas encore été prise en compte. Docteur Professeur, Moula, bonjour. 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 Professeur, en fait, d'entrée, je voulais vous présenter mes félicitations et dire merci, bien sûr, pour l'exposé, même si, évidemment, je vous ai rejoint un peu en retard pour des obligations professionnelles. En fait, j'avais 3 questions, mais vous avez déjà répondu à l'une d'entre elles par rapport au délai de la reprise alimentaire. Alors, les 2 questions qui me restent sont, en fait, la première, c'est par rapport à la prise en charge exclusivement médicamenteuse de l'appendicite aiguë non compliquée. Je sais que... la prise en charge exclusivement médicamenteuse. Je n'ai pas bien entendu. La prise en charge exclusivement médicamenteuse non compliquée, c'est ça? Exactement. Je sais que le professeur en a parlé un peu, en fait, un peu plus tôt, mais moi, je voulais un peu être beaucoup plus spécifique, puisque je ne me rappelle pas de quel bouquin j'avais consulté, mais j'avais retenu, en fait, ils ont donné un protocole thérapeutique médicamenteux quant aux appendicites aigus non compliqués. Donc, ils ont parlé de, vous commencez avec le premier jour, dans les 24 premières heures, vous donnez 2 grammes d'une céphalosporine de troisième génération, bon, éventuellement c'est Patax ou Ceftriaxone. Et après, vous mettez le patient sous ciprofloxacin et métronidazole pendant 7 à 10 jours. Alors, par rapport à ça, quel est votre avis, professeur? Et la deuxième question, c'est par rapport à la pratique de l'enfouissement du moignon appendiculaire. Quel est votre avis également par rapport à ça? Donc, ce sont les 2 questions qui me restent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Moula qui est là. Désolé, je ne me suis pas présenté. En fait, je suis médecin de la RDC. Je suis dans la province du Haut-Lomami. Okay. Oui, voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Moula. C'est bien pertinent pour vos 3 questions, dont l'une a été déjà satisfaite, qui concernait la reprise, le délai de reprise de l'alimentation du patient. La prise en charge exclusivement médicamenteuse. Ce sont des exercices, ce sont des exercices, des études certaines études qui ont tenté cela, mais comme on sait que l'appendicite, lorsqu'elle est grave, vous ne pouvez pas savoir si les manifestations commencent, vous ne pouvez pas savoir si c'est une appendicite grave ou non grave. Parce que nous avons dit que il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. À partir de ce moment-là, dire qu'elle n'est pas grave et commencer par mettre des antibiotiques et une médication exclusivement, une thérapeutique exclusivement médicale, je pense qu'on risque de s'exposer à
Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends plus le professeur. On risque de... Est-ce que vous êtes là, professeur? Oui, ça coupait par moment. C'est Oui, bon maintenant? s'il vous plaît, oui, c'est bon Voilà, maintenant. merci. Merci à Oui, docteur protocole exclusivement... Oui, protocole exclusivement médicamenteux, moi, je ne le conseillerais pas parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas m'imaginer la nature réelle de cet appendice. Nous avons dit, dès que l'appendicite a été, le diagnostic a été fait, il n'y a plus question d'attendre quoi que ce soit, c'est l'appendicectomie qui doit suivre. Ça, c'est pour garantir la sécurité de votre patient. Et donc, ce sont des exercices, comme dirait l'autre, des masturbations intellectuelles pour voir est-ce qu'on va gagner ou on ne va pas gagner. Mais j'avais donné une forme où j'avais parlé de appendalgie. Et donc, devant ces formes, les gens utilisent des antibiotiques. Et bon, ben, je n'ai pas souvenance des résultats concrets pour pouvoir donner mon point de vue véritablement là-dessus. Sinon, une fois que le diagnostic de l'appendicite est fait, c'est la chirurgie, soit par voie classique, soit par voie laparoscopique. Bien, l'enfouissement du moyon appendiculaire. Oui, eh bien, lorsque vous avez fini de faire l'appendicectomie, on recommande de traiter convenablement le moyon laissé en place. Et donc, avec le bistouri électrique, vous pouvez griller la lumière appendiculaire avec et ou mettre, faire un attouchement à la bétadine et autres. Mais dans la mesure du possible, et ceci, c'est dans le souci d'éviter une contamination ultérieure de ce moyon au niveau de la cavité abdominale. Eh bien, donc, dans la mesure du possible, eh bien, nous, on a l'habitude, si les conditions s'y prêtent, après l'appendicectomie, on fait le plus souvent l'enfouissement du moyon. Et ça permet de sécuriser davantage les patients et autres et de ne pas s'attendre à l'éventualité d'une contamination ultérieure qui pourrait même être à l'origine d'une péritonite post-opératoire. Parce qu'on ne connaît pas la virulence du germe qui va se déposer dans la cavité abdominale à partir du moyon appendiculaire. Autant que possible, on peut le faire. Mais dans le cas contraire, il faut traiter convenablement le moyon, soit par le bistouri électrique, soit par l'attouchement à la bétadine, après avoir gratté, après avoir enlevé les déchets qui se trouveraient au niveau de la lumière appendiculaire, au niveau du moyon, après la section, ce qui reste, vous mettez la bétadine là-dessus. Le plus souvent, ça se passe au commentaire. Voilà. Merci. C'est ce que je trouve à dire sur le cas de l'enfouissement du moyon. J'avais prévu des images de techniques là pour vous montrer, mais malheureusement, je n'ai pas pu vous les envoyer. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci je ne sais beaucoup. pas si le docteur a trouvé la réponse à ces différentes préoccupations. Merci, professeur. Merci pour vos réponses. Nous vous en prions. Okay. Merci à vous. Merci, Michel Bemba de la RDC pour votre question. Vous avez dit que c'était au cours d'une césarienne. Oui, oui. Voilà. Au cours d'une césarienne et on découvre un abcès appendiculaire. Moi, je pense, si c'est vraiment un abcès appendiculaire, après avoir... qui dit abcès appendiculaire dit une collection dans une cavité néoformée. Donc, cette cavité, elle a été close. Et donc, le geste devrait, à notre avis, consister à un drainage. Consister à un drainage de cet abcès et, secondairement, revenir
dès que tout va rentrer dans l'ordre, de faire l'appendicectomie. Parce que lorsque vous avez fait la césarienne, il est vrai, même si le liquide n'est pas purulent et tout ça, ou le liquide amniotique n'est pas fétide et tout, et le risque est peut-être là. Le risque est peut-être là, mais en voulant faire coûte que coûte l'appendicectomie dans un environnement, dans un tel environnement, on peut essaimer le germe dans la cavité abdominale. Et c'est pourquoi moi, j'aurais souhaité qu'on met le drain dans le cas de l'abcès et on draine et secondairement, on vient pour refaire l'appendicectomie dès que tout sera entré dans l'ordre. À l'heure où, à ce moment-là, on ne sait plus si c'est une endométrite qui a entraîné ce qui se passe actuellement ou bien est-ce que c'est le fait qu'il y a eu une diffusion de germes par l'abcès qui est à l'origine du phénomène. Et donc, je crois que la prudence pourrait aider à dire qu'il fallait simplement faire le drainage et revenir secondairement pour l'appendicectomie. Voilà ce que je trouve à dire humblement sur cette partie de la question. Ok, merci bien. Merci. Okay. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je trouve. C'est bon? Bon, je pense que. On a déjà répondu au docteur. On a déjà répondu au docteur Fadonoubo en passant en revue les éléments de score d'Alvarado. Et donc. Docteur Christian Motima, excusez-moi, a levé la main. Docteur Christian, vous avez une fois encore la parole. Merci beaucoup, madame. Je voulais juste revenir sur la question du docteur Michel Pemba. Professeur, ces drainages-là, c'est pour juste drainer l'abcès et garder l'ouverture, c'est-à-dire que l'appendice, l'organe dans l'appendice sera elle-même perméable ou comment, parce que, et puis l'alimentation, maintenant quand vous drainez, le patient continuera à être en jeûne ou bien il va continuer à manger? Oui. Je ne comprends pas. Essayez de nous expliciter un peu sur le drainage dont vous parlez. Non, à mon avis, lorsque le malade a un abcès appendiculaire, et donc je crois que le SECOM n'est pas atteint, le SECOM n'étant pas Ouf, le procès est parti. C'est la connexion, il va revenir. Professeur, est-ce que vous êtes déjà de retour? Il n'est pas encore de retour, madame Pascaline. On l'attend. D'accord, mais moi, je vais profiter pour annoncer le webinaire du samedi prochain. Oui. Donc, le samedi prochain, nous allons parler de la santé mentale. Pardon, Je disais que le samedi prochain, nous allons parler de santé mentale. Nous allons parler de l'intégration des... Est-ce que Christian peut reprendre? Oui, Christian disait que... Oui, professeur. Professeur, je disais que vous avez parlé du drainage. C'est le drainage, parce que nous savons que il y a une communication entre l'appendice et le SECOM. Maintenant, après une intervention, vous dites s'il s'agit d'un abcès appendiculaire. Alors, il fallait maintenant, vous dites, il faut drainer. Drainer, c'est les abcès qui sont dans cette inflammation-là.
Alors, il y aura apparemment une communication avec les sécoms, l'appendice et puis les drains qui amènent les abcès à l'extérieur. Alors, fallait-il que le patient continue à être en état de jeûne ou bien, je ne sais pas, c'est un peu de... Non, non, le patient peut continuer à manger. Si après l'intervention, quelques jours, si le transit a repris, il peut continuer à s'alimenter. Il peut continuer à s'alimenter jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Mais je crois, 24-48 heures après, on peut autoriser le malade à commencer par manger si le transit a repris. Puisque lorsque vous mettez le drain dans la poche, dans cette poche néoformée là, c'est le pus seul qui va être drainé. Rien ne dit que le sécom est intéressé. Voilà. Et donc, vous faites juste le drainage, et puis après, le malade continue de manger, et secondairement, vous allez intervenir. Ce qui est sûr, c'est un malade qui va être mis sous haute surveillance au début, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Oui. Voilà. Voilà ce que je trouve à dire à ce niveau. Et puis, ça peut prendre combien de minutes, professeur, pour l'intervention proprement dite, pour une appendicectomie proprement dite? Ça dépend de l'expérience du chirurgien. Et dès que le malade s'endort, les gens, en 30 minutes, peuvent finir l'intervention. Mais à ce niveau-là, nous disons et répétons qu'il n'y a pas une bataille pour un score de temps. Il faut bien prendre en charge votre patient pour lui éviter des complications ultérieurement. Merci beaucoup, professeur. De l'aptitude du patient et du chirurgien. Nous avons largement dépassé le temps, c'est parti. Oui. Nous vous remercions en tout cas pour la présence et nous allons vous demander par rapport à la thématique d'aujourd'hui, l'appendicite aiguë, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est indispensable pour nous, médecins, de pouvoir garder par rapport à cette thématique-là depuis le fait qu'on y a pensé, qu'on a fait le diagnostic et qu'on compte prendre en charge le malade et qu'on compte également le surveiller pour sa sortie de l'hôpital. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pascaline, pour cette direction heureuse de cette séance. Vous avez bien conduit la séance. J'en suis très, très satisfait. Merci et ce n'est qu'à votre actif. Comme je le disais, le thème qui a été choisi pour moi, c'est un thème pertinent. Pertinent en ce sens qu'il n'y a pas d'expert en un agent ou en un chirurgien ou en un professeur du diagnostic évident toutes les fois qu'il se trouve devant un cas d'appendicite. Ça déroute tout le monde. Et les formes anatomocliniques, les formes cliniques sont nombreuses et peuvent faire égarer. Et ce qu'il faut prendre comme repère, c'est de bien interroger. C'est la clinique. C'est de bien interroger. J'ai souvent coutume de dire aux gens, lorsque vous interrogez un patient, il n'y a plus autre chose à faire. Ne prenez même pas votre téléphone s'il sonne. Vous l'écoutez religieusement, vous voyez, vous le fixez, et vous voyez ce qu'il accepte, ce qu'il rejette de lui-même et autres. C'est peut-être ce qu'il rejette là qui va être important pour vous. Et donc, une écoute attentive, donc un interrogatoire bien conduit, un examen clinique bien fait. Les deux éléments là conduits permettent de faire le diagnostic le plus souvent de l'appendicite aiguë et pour par la suite organiser la prise en charge. Et deuxième élément que je voudrais qu'on garde, c'est que devant des cas frustres et surtout devant les cas des femmes, des sujets du sexe féminin, la participation des grossesses extra-utérines, les problèmes de torsion d'ovaires et autres font que lorsque vous êtes devant un cas d'appendicite, une suspicion d'appendicite chez une femme, n'oublions pas de demander des examens complémentaires, en particulier l'échographie, pour pouvoir étayer le diagnostic, pour ne pas passer à côté du diagnostic et même ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel à l'appendicite, en particulier la grossesse extra-utérine
ou la torsion du kyste ovarien. Eh bien, troisième élément, c'est de savoir que lorsque le diagnostic de l'appendicite est fait, de l'appendicite aiguë est fait, eh bien, c'est la chirurgie qui s'impose. Il faut opérer. Et il n'y a pas place à un traitement médical de conservation, je dirais. Non, c'est la chirurgie. Parfois même, lorsque vous vous trompez pour parler d'appendicite, on est obligé de tenir le sujet et c'est l'examen anatomopathologique qui va nous départager. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire. Je voudrais remercier tous les participants. Ils étaient presque au nombre de un peu moins de 80 participants de différents pays. Je les remercie très sincèrement pour avoir participé à cette séance et je remercie les organisateurs de REMA pour cette volonté affirmée d'actualiser les connaissances pour qu'on puisse évoluer et ne pas se tromper devant certains cas banals qui pourraient être préjudiciables aux patients. Merci à tous et merci pour la beaucoup à vous, professeur, pour la qualité des échanges, également la qualité de la communication. Et en tout cas, il n'y a pas de thème de chirurgie qui manque. Donc, nous vous espérons bientôt thématique, en tout cas. Il y en a plein d'enfants. On vous espère en tout cas pour bientôt sur d'autres thématiques. Merci pour le temps accordé et de partager. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Je vais profiter pour ajouter le webinaire du samedi prochain, samedi 3 juin 2023 à 10h GMT. Nous aurons à parler cette fois-ci de la santé mentale et plus précisément des défis et enjeux de l'intégration des services de santé mentale dans les systèmes de santé publique en Afrique. Ce sera animé par le professeur Meda Oua, qui est professeur de psychiatrie au niveau du programme également. Il est coordinateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Donc, nous aurons l'honneur de le recevoir et de discuter avec lui un peu de ce que c'est que la santé mentale et des systèmes de santé mentale en Afrique. Donc, je vous avais promis au départ qu'il y aurait une surprise à la fin. Mais avant, permettez-moi de vous dire quelle sera la procédure d'obtention de l'attestation de ce jour. Il suffira juste pour vous, comme là, envoyé le message dans le chat, de vous connecter à REMA Learning, de sélectionner le webinaire d'aujourd'hui. Vous tapez appendicite aiguë dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur la communication de ce jour. Vous allez cliquer sur obtenir une attestation. De petites questions vous seront posées. Lorsque vous allez répondre à 60% de bonnes réponses, vous aurez droit à l'attestation d'aujourd'hui qui est gratuite pour tous. Voilà, c'était ma surprise. Et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et nous vous souhaitons très bonne suite de journée, très bon week-end. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous le samedi prochain. N'oubliez pas également de postuler pour nos différentes attestations déjà disponibles si cela vous intéresse. Et également, n'oubliez pas de partager avec vos pairs aussi bien les affiches pour les différentes communications que nous faisons, les différents webinaires, mais également, pourquoi pas mettre en valeur vos thèses au sein de la plateforme REMA. Je vous remercie et je nous dis à samedi prochain. Prenez bien soin de vous. Bye bye.